Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, on va parler de performance dans cette intervention, mais on va parler de performance au passé, puisqu'on va plonger dans les méandres de l'Union soviétique. Et on va voir en fait comment, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a été mise en place une politique de performance sportive très efficace. Et ça va être l'enjeu en fait de cette intervention. Alors d'abord, je vais me présenter un petit peu. Donc, j'ai fait une thèse en histoire contemporaine qui a été soutenue en 2016 à l'Université Paris 1. Et la question du sport soviétique, c'est un sujet maintenant que j'arpente depuis la maîtrise, donc depuis 2005. Et j'ai eu l'occasion en fait de travailler sur des sources directes en allant en Russie. J'ai vécu 2 ans à Moscou. Ce qui m'a permis d'arpenter en fait quotidiennement, de rencontrer des gens issus du milieu sportif et de mieux appréhender en fait cette question du sport à la russe ou à la rouge ou à la soviétique. Alors, pour la plupart d'entre vous, je pense, l'URSS, ce n'est qu'un lointain souvenir ou rien du tout même. Et cependant, en fait, quand on parle de sport rouge, de sport soviétique, il y a tout un tas de mythes, d'éléments en fait qui surgissent, puisque le sport rouge en fait c'est quelque chose qui a fasciné et qui a cristallisé ce qui apparaît comme les dérives du sport moderne. Le dopage, la médicalisation à outrance, les violences des entraîneurs, les grossesses, le mythe des grossesses dopantes, le déni des corps et des individualités, le mutisme des sportifs pressés par des entraîneurs, des autorités politiques, des services secrets. Ce sont ces thèmes, des thèmes qui sont systématiquement associés aux champions soviétiques. Et vous connaissez tous cette figure, Ivan Drago. Ivan Drago, l'adversaire de Rocky dans Rocky IV, qui semble figé dans les mémoires collectives ce qu'a été le champion venu du RSS, un homme-machine, surentraîné, scientifiquement peaufiné, sans empathie. Et si cette figure semble donner corps à ce qui fut un des dessins de certains soviétiques dès les années 20, je pense à Gastiev, Alexei Gastiev, qui rêvait d'un homme-machine et qui a fondé un laboratoire de biomécanique à l'Institut central du travail dès les années 20. En fait, cette image de l'homme-machine, elle a surtout été un élément de la contre-propagande occidentale qui a eu tendance dans les années 70 à présenter les sportifs rouges comme les rouages qui rassemblés, formeraient une machine rouge. Et cette machine rouge, ceux qui aiment le hockey sur glace, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, la machine rouge, en fait, ça a été le surnom que les Américains ont donné à l'équipe de hockey sur glace. Notre perspective, ce n'est pas du tout celle-là. Nous avons souhaité, en fait, nous départir de ces différents stéréotypes pour rédiger notre thèse. Et nous avons décidé de plonger dans les arcanes du sport soviétique et surtout dans ce qu'il en reste, c'est-à-dire ses archives. Tant à Moscou qu'à Leningrad, j'ai été également à Lausanne dans les archives du CIO ou à Chicago dans les archives d'Avril Brundage, l'ancien président du CIO. J'ai aussi rencontré un certain nombre de témoins, j'ai collecté et puis lu attentivement la presse et je me suis aussi intéressé aux œuvres d'art qui ont figé aussi cette image du sportif. Et donc c'est un tableau plus subtil, plus complexe, que je vais essayer de vous présenter et dont je vais présenter les conclusions. Alors ma démarche, elle a visé à porter mon attention sur un aspect qui jusque-là n'avait pas été étudié et qui est pourtant décisif. Comment a-t-on fabriqué une élite sportive en Union soviétique? Comment a-t-on constitué un groupe d'athlètes d'élite qui sont désignés par le terme anglais, en russe? Ils sont désignés comme des sportsmen. J'ai donc mis en avant, en fait, dans cette thèse, que l'élite sportive, si efficace durant les années de coexistence pacifique et de détente, était en réalité le produit d'une fabrique coordonnée et organisée par l'administration centrale, et que ce processus a débuté au milieu des années 30. Et j'ai aussi révélé que les institutions, les représentations et les pratiques qui y participent se sont construites par étapes, sans véritable plan d'ensemble, et qu'elles ont été le fruit de débats internes entre les autorités, que ce soit le parti, la jeunesse communiste, l'administration des sports, des finances, sans oublier en fait les puissantes sociétés sportives qui dépendaient des unions professionnelles, de l'armée ou de la police, et qui étaient souvent en conflit avec l'administration des sports.
Également, il y a des acteurs du débat public, puisqu'il y avait un débat public en Union soviétique, des experts, des journalistes, qui ont influé en fait sur cette forme de l'élite sportive. Et il y a également quelque chose qui a beaucoup joué, ce sont les influences extérieures, les contacts sportifs, les relations avec les institutions internationales. La machine rouge, qui a été une métaphore souvent utilisée pour décrire le système de préparation sportive soviétique, n'était pas en réalité une structure rigide, permanente, si huilée, et la planification, si elle était très efficace dans les années 70, ne le fut pas immédiatement. Je vais revenir dans cette communication sur 3 axes. Donc 3 axes, et je vais commencer directement par ce premier axe. En effet, il m'a semblé déterminant de saisir ce qui s'invente dans le contact, dans l'interface, dans les formes de transactions en matière d'élite sportive et en particulier dans les transactions avec l'Ouest. Alors, j'ai analysé les contacts sportifs afin de saisir quels en étaient les effets sur l'affirmation de ce groupe social de l'élite sportive. Alors, l'URSS de 1921 à 1934 a refusé les liens avec ce qui était le sport bourgeois et ses organisations, les fédérations, le CIO. Et il cherche à fédérer le mouvement sportif ouvrier communiste au sein d'une internationale rouge du sport qui a atteint son acmé en 1928 avec les Spartakiades de Moscou. Et dans cette internationale rouge du sport, en fait, il y a une volonté de refuser ce qui est considéré comme les oripeaux du sport bourgeois, c'est-à-dire la compétition, la représentation nationale, les formes de professionnalisme. Malheureusement, c'est un échec et en même temps, dans les années 30, on voit commencer à émerger l'usage du sport par des pays qui veulent légitimer leur puissance, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste. Et donc, progressivement, les soviétiques, dans ce courant d'orientation vers une représentation des nations par les sportifs, vont se mettre à vouloir produire des athlètes. Des athlètes qui doivent rattraper et dépasser les pays capitalistes, remporter des victoires, remporter des records. Mais cet impératif, il bute avec un élément, c'est que le mouvement sportif a été faible durant les années 20 et dans les années 30, et au début des années 30. Et en fait, les soviétiques doivent maintenant produire une élite quasiment à partir de pas grand-chose. Alors, pour devenir une puissance sportive, l'URSS s'est appuyée sur des expériences étrangères. Et je vais distinguer 3 phases. Une première phase, en fait, qui a lieu de 1934 à 1944, qui est marquée, en fait, par un pas de 2 entre l'URSS et les pays étrangers. Les dirigeants sportifs cherchent à améliorer le niveau de leurs champions, des champions soviétiques, tout en étant hors du système sportif international. Alors que font-ils ? Ils achètent en nombre des films, des manuels de techniques sportives et de tactiques qu'ils font traduire en russe. Ils organisent des rencontres avec des sportifs professionnels bannis des fédérations internationales qui peuvent venir concourir en URSS sans risquer d'être exclus. Et c'est le cas par exemple de 2 Français, Marcel Thiel, le boxeur, ou le tennisman Henri Cochet, qui vient pendant 2 ans, en 1937 et en 1938, réaliser en fait une école de tennis à Moscou, où il forme les jeunes tennisman soviétiques. Mais d'autres encore viennent en Union soviétique, par exemple le coureur finlandais Paavo Nurmi ou le patineur norvégien Hans Egnestangen. Alors, il y a également des recrutements d'entraîneurs étrangers qui ont fait leur marque dans les pays occidentaux. Par exemple, Jules Limbeck, qui va finir dans les purges, mais qui, entre-temps, a entraîné le Dynamo de Tbilissi, etc. Et il commence à y avoir aussi de rares sorties hors des frontières des sportifs. Il y en a 2 qui sont importantes. Une grosse délégation qui part en 1934 en Tchécoslovaquie et qui joue, les footballeurs jouent contre le Zidenice de Brno, qui était une équipe extrêmement forte en 1934. Et en France également. La France est un des partenaires en fait, de sportifs de l'URSS. Et donc vous avez des délégations qui viennent en 1936 et en 1937. Donc ça, c'est une première phase, en fait, une première phase d'interaction. Et dans cette première phase d'interaction, voilà, je vais évoquer aussi la venue à Moscou rapidement de Jules Ladoumègue. Donc Jules Ladoumègue, le coureur de fond, qui vient, et ce qui est intéressant en fait, c'est que Bernstein, que certains d'entre vous connaissent sans doute,
Bernstein le fait venir dans son laboratoire et va faire une série en fait de chronophotographies pour analyser la manière dont l'Adoumec court pour pouvoir ensuite l'enseigner aux soviétiques. Et donc vous avez, ça c'est des extraits que j'ai pris dans le livre de Bernstein, La physiologie du mouvement, donc publié en 1947 et qui a eu le prix à l'époque Staline. Deuxième phase d'interaction, c'est entre 1944 et 1950. La guerre en fait a permis de multiplier les contacts avec les Alliés. Et avant même la fin de la guerre, en fait, les dirigeants du sport soviétique demandent à ce que les athlètes puissent concourir à l'étranger, participer aux championnats internationaux. Ce n'est pas de suite accepté, mais il faut d'abord se rapprocher des fédérations internationales. Et ce rapprochement des fédérations internationales, il débute en 1946 avec l'entrée dans la fédération d'haltérophilie, dans la fédération de football, puis il s'échelonne en fait jusqu'en 1951 avec l'entrée au CIO. Cette période est marquée par une entrée timide, heurtée des délégations soviétiques sur la scène sportive, puisqu'il s'agit d'éviter l'affront. Il s'agit d'éviter en fait d'être nul face aux capitalistes. Et donc, ça va se traduire aussi par une collecte d'expériences sportives. Par exemple, chez les Baltes. Les Baltes, ils ont été annexés en fait. Annexés à l'Union soviétique et les Baltes en fait avaient de très bons joueurs de basket, de très bons athlètes et donc ces Baltes vont permettre d'améliorer en fait le niveau des soviétiques, mais aussi des relations avec les démocraties populaires, par exemple avec la Hongrie ou la Tchécoslovaquie. Par exemple, vous ne le savez pas encore, mais en Russie, en URSS, jusqu'en 1947, on ne joue pas au hockey sur glace comme on joue au hockey sur glace canadien. On joue à ce qu'on appelle aujourd'hui le bandy. Et en fait, c'est les équipes tchécoslovaques qui vont permettre de former les hockeyeurs soviétiques au hockey canadien, au hockey dit canadien. Voilà. Donc deuxième phase, une phase entre 44 et 50 de rapprochement, d'échange, mais de peur de l'affront aussi. Seuls les meilleurs sportifs sortent. Et c'est aussi par le sport une volonté de montrer que l'URSS est pacifique, que les soviétiques sont partisans de la paix et amateurs de sport. Troisième période dans cette ouverture internationale de l'Union soviétique, une phase en fait qui va des années 50 aux années 80, où là, alors l'URSS remporte podium sur podium et utilise le sport comme un outil d'influence. Elle attire les étudiants des pays nouvellement indépendants. Elle ces autorités sportives diffusent les techniques d'entraînement en exportant méthodes et entraîneurs. La quête de la victoire entraîne alors une course à l'innovation et une observation fine des adversaires et un renseignement sportif qui perdure. Voilà donc un peu pour dessiner comment l'URSS, le sport soviétique s'est construit au contact. Je pourrais détailler tout ça, je pourrais vous commenter les photos après, mais je veux venir maintenant à un deuxième temps, comment se constitue la condition de sportif d'élite en URSS. Puisqu'en URSS, en fait, sont inventées des modalités de gestion de la performance et de professionnalisation sportive inédites. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est si la planification n'a pas fonctionné sur le plan économique, eh bien, on peut dire que la planification a fonctionné d'un point de vue sportif. Alors, j'ai d'abord montré, en fait, dans ma thèse, que ce mode d'encadrement d'athlètes n'est ni fixé dans les années 30, ni figé, qu'il est le résultat de rapports de force continuels. Et là encore, je vais distinguer 3 temps. Une première période en fait qui court de 1934 à 1947, où là en fait s'ébauche une série d'initiatives, parfois contradictoires, qui doivent être aussi envisagées dans l'immense chaos social qu'est l'URSS, marqué par la collectivisation, l'industrialisation en marche forcée, les famines, les purges, la Grande Guerre patriotique. Voilà, donc c'est pas le moment en fait où on va avoir une politique ferme sportive. La performance sportive en fait commence à être valorisée par l'octroi de titres, comme celui de maître émérite de sport en 1934, par l'octroi de récompenses et de primes. Mais il se pose une question, comment peut-on récompenser des sportifs quand on est socialiste? Est-ce qu'on doit leur donner des primes, auquel cas on reprend un mode bourgeois d'incitation à la performance, ou est-ce qu'on doit leur offrir des bustes de Lénine? Donc ça, c'est tout un débat en fait qu'il y a, ou même des montres aussi, ou des objets qui sont classants, comme des lunettes aussi, ou des bicyclettes.
Alors, vous avez en fait des modes de stimulation qui sont présents dans d'autres sphères de la vie sociale, en fait, qui vont être utilisés dans le monde sportif. Et en fait, les sportifs d'élite vont être un peu comme Stakhanov a été pour le monde du travail, ça a été la même chose pour la diffusion du sport en URSS. Alors, les filières de performance commencent à se structurer autour d'écoles sportives, d'instituts de culture physique. Mais le comité de culture physique étant encore faible, il doit faire face aux sociétés sportives, à leurs dirigeants qui disposent de patrons dans les cercles de gouvernement et qui s'octroient un certain nombre de libertés dans la gestion de leurs sportifs. Je vais prendre l'exemple en fait de Medea Djougeli, qui est une gymnaste qui n'a pas pu être sélectionnée dans l'équipe nationale. Que fait-elle? Elle écrit à Beria, donc le patron du NKVD, pour lui demander d'être mise dans l'équipe nationale, et Beria, en finale, accepte, la soutient, et elle finit par pouvoir partir à l'étranger. Alors, il y a une année qui est très importante, c'est l'année 47, en fait, qui constitue un moment de reprise en main de la société soviétique et qui a aussi des effets sur une série de réformes dans le monde de la performance sportive. Il y a la mise en place et la démultiplication d'écoles sportives pour la jeunesse, la mise en place du contrôle médical et la mise en place d'un contrôle des revenus très ferme, mais sur lequel je pourrais revenir après, avec l'établissement de règles strictes et communes à l'ensemble des disciplines pour éviter en fait les trop gros revenus qui grisent. Alors, ensuite, la deuxième période que je veux distinguer, c'est la période en fait qui court des lendemains de la fin des années de 1947 en fait au lendemain des JO de Tokyo. Cette période elle est marquée par une intensification de la préparation qui se traduit par une planification plus ferme des performances, une définition des objectifs qui est d'abord bisannuelle et qui devient quadriannuelle sur 4 ans. Elle se traduit également par une meilleure gestion des apports nutritionnels des sportifs, par un affinement des contrôles médicaux et un soin à la prévention des traumatismes, comme à une prise en charge du mental des champions. Là, je vais vous donner un exemple très précis. Avant les Jeux Olympiques d'été de 1956, il y a en fait des débats autour de l'excitation pré-compétitive et la manière de la gérer. Les sportifs sont énervés par les séances quotidiennes et les échéances, et beaucoup n'arrivent plus à dormir à cause du stress. Or, les insomnies nuisent à la poursuite de l'entraînement, diminuent les capacités, et il y a des débats autour de comment on doit en fait prévenir ces insomnies. Alors, certains envisagent la prise de bromure, mais en fait, c'est néfaste pour la condition physique des athlètes. Et donc, dès 56, dès 58, en fait, la pratique de l'hypnose est une des nouvelles réponses en fait utilisées pour alléger le stress des athlètes. Troisième phase, en fait, à partir de 1964, l'URSS en fait se sent menacée par de nouvelles concurrences. Les États-Unis, bien sûr, mais aussi les équipes allemandes. La RDA est considérée comme une ennemie par l'URSS. Les Japonais aussi. Et pour conserver en fait la suprématie dans un grand nombre de disciplines olympiques, les Soviétiques vont renforcer la recherche en matière de sciences du sport dans plusieurs instituts de culture physique, Moscou, Leningrad, Tbilissi, Minsk, dans lesquels il va y avoir des synergies entre recherche et entraînement. Alors, juste un exemple, pour les Jeux Olympiques de 1976, il va y avoir une répartition des disciplines en fonction des instituts. À Moscou, le saut à la perche, la gymnastique, le basketball, la boxe, le water-polo, le pentathlon, l'haltérophilie, la voile et le hockey sur glace. Et à Kiev, le 800 et 1500 mètres en athlétisme, le cyclisme sur piste, le handball. Vous voyez, entre les différents instituts de culture physique, sont réparties les différentes disciplines. Mais il y a aussi dans cette effervescence de recherche en fait des initiatives locales de coachs. Et là, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans les années 70 à Kiev avec Lobanovsky, que les fans de football connaissent sans doute. Puisqu'en fait, Lobanovsky, qui est le coach du grand Dynamo de Kiev, est une des figures majeures en fait, de ces innovateurs en matière sportive. Il est ancien footballeur, mais il est aussi diplômé de mathématiques. Et il va développer des synergies avec Zelentsov, où ils vont collecter ensemble en fait des données statistiques et ils vont dès 73 en fait définir des profils de footballeurs. Ils vont mettre en avant quel est le temps optimal. En fait, ils vont tracer, collecter des données pour voir l'intensité, les taux d'erreur,
l'activité, en fait, mettre en valeur leurs faiblesses, et tout cela va aboutir à une individualisation des entraînements. Voilà. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que toutes ces recherches, elles vont aboutir à la définition de modèles d'entraînement et à des modèles de sportifs. Et donc, vous voyez, il va y avoir aussi des profils types de sportifs qui vont être établis pour les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est par exemple pour les Jeux Olympiques de Montréal en lutte, donc où on définit précisément quels sont les types et les traits idéaux des lutteurs. Mais à cela, en fait, s'ajoute aussi une intensification du contrôle médical. Outre les habituels rendez-vous réguliers auprès des médecins extrêmement fréquents, en fait, chaque semaine, donc plus un suivi quotidien, en fait, des apports nutritionnels, des apports en termes de vitamines, etc. Vous avez aussi une attention très forte qui a été portée à la nutrition. Mais, et là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas que cette intensification de l'entraînement, cette spécification et ce raffinement de l'entraînement, il y a aussi un tour de vis moral qui s'affirme en fait à partir de 1965 avec la définition d'un programme idéologique. C'est-à-dire quand on est en stage d'entraînement avec les Jeux Olympiques, avant les Jeux Olympiques, il n'y a pas que de l'entraînement sportif, vous avez tout un programme en fait idéologique à suivre, politique, mais aussi on va vous donner des cours sur la géographie. Et on voit en fait dans ces cours une évolution. Dans les années 70, en fait, ils sont intégrés aussi des promenades dans des lieux qui permettent l'attachement de la petite patrie à la grande patrie, mais aussi sur les monuments des victimes de la Grande Guerre patriotique, où c'est au lieu, ou sur les lieux de mémoire où les Allemands ont exterminé la population européenne. En particulier, donc, vous avez les sportifs, en fait, lorsqu'ils partent à l'étranger, ils visitent Majdanek, Khatyn, qui est le lieu en fait qui représente les villages brûlés de Biélorussie et d'Ukraine. Et aussi, durant ces stages de préparation, on fait venir des vétérans de la Grande Guerre patriotique. Alors, je vous cite un petit passage. En fait, on fait venir la mère d'un sportif tombé durant la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée, là, c'est de mobiliser les meilleurs sportifs du RSS en jouant sur le pathos, sur l'émotion, et donner à leur futur exploit un caractère sacrificiel. Je cite. La mémoire et le deuil de leur fils qui aimait la vie, qui était destiné au sport et qui ont trouvé la mort, courageux dans les combats pour la terre natale, s'adresse à la jeune génération avec l'injonction de ne pas vaciller à Munich, de lutter pour la victoire sans se ménager. Et cette intervention-là des mères d'anciens sportifs tombés durant la Grande Guerre patriotique, elle est suivie d'un discours du sprinter Valéry Borzov qui harangue ses coéquipiers pour dire que l'expérience de ces mères, elle doit les pousser à se dépasser et à remporter de nouvelles victoires. Voilà, donc en fait, il y a aussi une mobilisation patriotique très forte et une préparation idéologique. Alors, j'en viens maintenant au troisième point, la constitution du sportif d'élite en héros normatif. Et ce que j'ai voulu aussi montrer dans ma thèse, c'est que l'émergence de l'élite sportive, elle s'accompagne d'une valorisation du sportif comme personne modèle, comme figure soviétique. Et j'ai tout d'abord en fait montré que la définition du modèle variait. Alors là, ce que je vous montre en fait, c'est des bas-reliefs que vous trouvez dans le métro à Moscou. Je vous rappelle que le métro de Moscou, c'est construit comme un palais pour le peuple, et c'est un palais où on doit montrer les grandeurs de la réussite et de la construction soviétique. Et parmi ces grandeurs de la construction soviétique, vous avez des sportifs, donc des bas-reliefs à la station Dynamo, la figure de la disco-ball, Grigory Fedotov, le footballeur, et le bronze que vous voyez en dessous, c'est un bronze qui est sous la place rouge, en fait, dans la station qui dessert la place rouge, qui représente en gros les 10 personnages typiques de la construction socialiste. Donc vous avez la disco-ball et le footballeur à côté de la kolkhosienne et du mineur. Alors, ce qui est aussi important, en fait, c'est que ces sportifs, il doit être un exemple moral, un modèle moral. Et donc, vous voyez ici le champion d'Europe Bielov au domicile avec sa femme après son retour de Tchécoslovaquie. Et ce qui est intéressant dans cette photographie, ce n'est pas le sportif, même si vous voyez, il est bien peigné, il est apprêté, c'est un modèle de cette jeunesse soviétique qu'on veut construire. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez un mode de vie moderne et un mode de vie qui est celui que doivent adopter les soviétiques. Et vous voyez aussi d'autres formes de normes morales, la grande gymnaste Larissa Latinina, qui est une grande championne de gymnastique.
Donc son mari lui demande « Allez, est-ce qu'on va se promener? Allons nous promener ?» Et elle lui répond « Non. » Qui va étudier cette leçon? Moi, j'ai bientôt une session d'examen. Donc vous voyez ici le fait aussi que ces sportifs, ce ne sont pas uniquement des sportifs de haut rang, ce sont aussi des cerveaux. Et ces cerveaux, en fait, cette idée-là, vous allez la retrouver encore plus affirmée sous Khrouchtchev. Là, vous voyez Tamara Press, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui a gagné beaucoup de titres en lancer de disque et qui est aussi ingénieur. Et à côté, vous voyez comment se détend Valérie Broumel, le sauteur en hauteur. Il ne se détend pas, il se détend en fait en jouant aux échecs. Donc vous voyez, ce sont des sportifs cérébraux. Ce sont des sportifs cérébraux. Alors, ce que j'ai aussi montré, en fait, c'est que vous avez une tension qui émerge entre le bon et le mauvais sportif, entre celui qui est adoubé par l'administration centrale, qui est censé donner corps aux valeurs du régime et constituer en chair et en os la représentation visible des meilleurs fils du peuple, et ceux qui ont l'adhésion populaire et qui sont les mauvais sportifs. Alors ici, je pourrais vous en parler des heures. Youri Vlasov, l'homme le plus fort du monde, en 1960, ici, qui est peint, qui est quelqu'un qui est ingénieur, qui est aussi poète, qui aime beaucoup la littérature, qui aime beaucoup l'histoire, et qui est vraiment la figure, et qui est un bon mari aussi, et qui ne boit pas beaucoup aussi. Et sous Khrouchtchev, c'est important de ne pas trop boire. Donc, et puis il ne s'empiffre pas. Il mange de manière très saine, etc. Deuxième chose que je vous ai montré, c'est un extrait en fait d'un dessin animé extrêmement populaire qui s'appelle Noupagadi, et qui a un épisode en fait sur le sport. Et là, ce qui est mis en scène, c'est le mauvais sportif. Donc vous voyez, en fait, il y a des badges. Il a un badge. Ce mauvais sportif, c'est le badge du Spartak, mais de l'autre côté, il a aussi le Dynamo. Et vous voyez, en fait, ce sportif-là, c'est le mauvais sportif, celui qui ne pense qu'à son image, qui ne pense qu'à la gloire. Et en fait, c'est la dénonciation de ce qu'ils appellent en russe kastovosti, le système de caste, le syndrome des stars. Et vous allez avoir toute une série de scandales qui vont éclore dans la presse pour dénoncer ce syndrome des stars. On peut en discuter aussi. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le footballeur Streltsov. Voilà. Ce que je voulais revenir aussi en dernier point, c'est que l'attitude des sportifs érigés en modèle de comportement, bien parfois, c'est un peu problématique, puisque certains ne respectent absolument pas ces règles de comportement, mais ils sont tellement bons qu'on est obligé de les mettre dans les équipes. Et aussi, si on ne les met pas dans les équipes, eh bien à l'étranger, on va dire que ces sportifs-là sont prisonniers d'un régime oppresseur. Et donc, vous voyez, en fait, le pouvoir soviétique, il se retrouve un peu piégé, obligé de mettre certains de ces sportifs dont ils savent qu'ils vont parfois mal se comporter à l'étranger, dans ces équipes-là, au risque de perdre la face à l'étranger. Alors ici, vous allez dire, pourquoi Olga Korbut? Olga Korbut, c'est aussi une grande gymnaste, mais elle est incontrôlable pour le pouvoir soviétique. Et quand elle part à l'étranger, elle fait n'importe quoi. Au Japon, elle part se balader toute seule alors que les délégations étaient quand même fermement contrôlées. Ensuite, au championnat d'Europe de gymnastique à Londres en 1973, elle part seule de l'hôtel, elle ne vient pas à la conférence de presse. Au moment de la remise des récompenses, elle décide de rester sur le podium et ne veut pas descendre. Le deuxième jour de la compétition, elle s'entête à refuser de participer à la compétition jusqu'à ce que les médecins et l'entraîneur national la retirent du concours. Et à ce moment-là, elle a ostensiblement quitté la salle en montrant qu'elle souffrait terriblement et a exigé de retourner à l'hôtel. Ensuite, elle avait sur elle des lettres qui étaient destinées à des correspondants en Espagne, en Autriche et en Angleterre. Et lors d'un entraînement préparatoire à cette compétition, elle a décidé de porter un t-shirt qui lui avait été offert par un supporter, un t-shirt qui vantait les mérites d'un pub. Et vous imaginez que c'est quand même très problématique pour un sportif soviétique de vanter un pub où on boit de la bière, surtout quand c'est une jeune fille. Et donc, en fait, il va y avoir toute une série de dispositifs qui vont être mis en place pour contrôler plus fermement ces sportifs rétifs. Alors, je vais en terminer là. Donc, ce que j'ai voulu en fait montrer dans cette thèse, c'est une vision plus nuancée de la fabrique de l'élite sportive soviétique, une vision en fait qui s'éloignerait du paradigme totalitariste en fait, c'est-à-dire d'un État qui parviendrait à maîtriser toutes les sphères de la vie sociale, tout le corps même des athlètes. Et ce que l'exemple des sportifs démontre, c'est qu'en fait, certains soviétiques pouvaient s'octroyer des formes de liberté et en fait que le statut social de sportif les protégeait, par exemple. Ils ont pu faire du trafic pendant longtemps d'objets, en fait, vu qu'on ne leur contrôlait pas leurs valises. Enfin, dernière note que je veux apporter,
c'est qu'en Russie, dans l'espace post-soviétique, la vision des sportifs soviétiques est complètement différente de nos perceptions. Ils sont aujourd'hui un élément de prestige associé au passé soviétique et un passé qui est considéré comme glorieux. Et à ce titre, ils sont des vivants buts témoins d'un autre âge et sont présents dans tous les grands événements. Ainsi, en fait, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, ici vous voyez Vladislav Tretiak et la patineuse Irina Radnina, qui est aussi députée à la Douma pour Russie Unie. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Spasibo, Sylvain. Non, ça se prononce pas comme ça ? Presque. Presque. C'est comment ? Spasiba. Ah, spasiba. Bon, Sylvain aurait pu vous la faire en russe aussi. Hein. Si l'une ou l'un d'entre vous parle russe ou à quelques mots, vous pouvez lui poser une question en russe, il vous répondra en russe. Non, mais les micros sont à vous, pardon, c'était une plaisanterie, mais pour quelques questions. Rapide parce qu'il a été très bavard, mais c'était tellement riche et intéressant qu'on n'a pas osé le couper. Et juste, Sylvain, une curiosité. On perçoit dans tes propos la rivalité avec l'Occident, enfin en tout cas la compétition et comment... mais quid de la relation avec les autres nations périphériques au bloc de l'Est, enfin je pense à la Roumanie, etc., notamment en gymnastique. En lisant les mémoires de Nadia Comaneci, on sent bien qu'il y a une rivalité très très forte entre d'autres pays socialistes et la Russie. Enfin, comment se situe cette rivalité entre l'Occident, la Russie, enfin l'URSS et les autres pays socialistes ? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut arrêter de penser en logique de bloc, tout simplement, parce qu'en fait, la France, la Norvège, la Suède sont beaucoup plus proches de l'URSS que la Roumanie, par exemple. La Roumanie, déjà, la Roumanie, elle n'est pas du tout appréciée dans le bloc de l'Est, et c'est vraiment le mouton noir du bloc de l'Est. En fait, Ceausescu investit le sport comme moyen d'essayer de renverser l'hégémonie soviétique. Mais il n'y a pas qu'en Roumanie, en fait. Il y a aussi les soviétiques, quand ils partent dans les démocraties populaires en délégation sportive, sont parfois pas très rassurés parce qu'en fait, le stade, c'est aussi un moment où on va contester ouvertement leur hégémonie. Et donc, il y a plusieurs moments. C'est une compétition, je crois, de lutte en Hongrie, où il y a un rapport d'un attaché de l'ambassade qui est envoyé à Moscou et qui dit « Mais heureusement que nos sportifs parlaient pas le hongrois, parce que dans les tribunes, c'était des horreurs qu'on racontait sur les soviétiques. » Et vous avez la même chose aussi. Alors, le pire, c'est en 68-69, en Tchécoslovaquie, où là, les relations entre sportifs soviétiques et sportifs tchécoslovaques sont horribles. C'est-à-dire qu'ils se frappent, les matchs deviennent très violents, les supporters lancent des bananes, des oranges, des saucissons aussi. J'avais trouvé ça dans les archives. Enfin, voilà. Vous avez en fait des rivalités très fortes qui s'expriment dans le domaine du sport entre ces démocraties populaires et l'URSS. Voilà. Oui. Merci Sylvain pour ta présentation. J'avais une question, tu as parlé un petit peu de recherche dans le sport. Est-ce que tu sais un petit peu comment est-ce qu'elle était structurée ? Alors on connaît nous des chercheurs, tu as parlé de Bernstein, mais il y a Vladimir Zatsursky, Marc Latache, qui ont après migré aux États-Unis. Comment est-ce qu'elle était organisée ? J'imagine qu'elle était organisée par l'État, mais est-ce que c'était des chercheurs est-ce que les sciences du sport existaient comme entité ? Est-ce que c'était des physiciens ? Comment ça fonctionnait ? Est-ce qu'il y avait de l'argent ? Oui, alors déjà, il y avait beaucoup d'argent pour la recherche dans le sport, ce qui a permis aux sciences du sport de se développer beaucoup plus tôt en URSS que dans le reste du monde. Et donc, vous avez par exemple à la fondation des sociétés savantes en fait, internationales sportives, c'est beaucoup les chercheurs soviétiques en fait, qui sont un peu à l'initiative, à la manœuvre derrière tout ça. Alors, comment ça se structure ? Il y a 2 instituts de culture physique qui sont les principaux. Il y a celui de l'ESGAFT à Saint-Pétersbourg, qui est très ancien, qui date de la période tsariste. Et ensuite, le deuxième, c'est celui de Moscou. Ces deux-là, en fait, ça va être... En plus, ils vont jouer de la concurrence. Et donc, il va y avoir une concurrence entre les sportifs de l'un et de l'autre, des chercheurs de l'un et de l'autre,
Donc il va y avoir une forme d'émulation en fait par cette concurrence. Et progressivement, en fait, il va y avoir par république un institut de culture physique très développé. Et ensuite, il va y avoir des réseaux en fait, de technicum de culture physique qui vont être l'équivalent de centres de recherche et de centres de formation, mais qui iraient jusqu'à aujourd'hui à la licence à peu près. Et donc, dans ces instituts de culture physique, voilà, vous avez des centres de physiologie, des centres de biomécanique, etc. Et c'est aussi là où on forme les entraîneurs. Et donc, il y a une connexion très fine en fait, entre les entraîneurs et les chercheurs. Alors, Bernstein, c'est différent parce que Bernstein, lui, il vient de l'Organisation scientifique du travail. En fait, il a d'abord été formé, il me semble qu'il fait partie des élèves de Gastieff. Il a travaillé à l'Institut central du travail et puis après, il gravite en fait dans d'autres structures, mais il arrive à générer en fait des chercheurs qui vont par exemple être assez puissants à Tbilissi, à l'Institut de culture physique de Tbilissi. Voilà. Et quel intérêt a l'État à ce que les athlètes d'élite soient aussi formés, cultivés Alors là, il y a deux intérêts. Il y a l'intérêt en fait pour l'étranger. C'est-à-dire que chez nous, en gros, c'est l'image qu'on va donner à l'étranger du fait que nous avons des sportifs qui sont aussi bons physiquement qu'intellectuellement. Donc il y a cette volonté en fait de promouvoir l'homme total à l'étranger, mais aussi en fait il y a un objectif national. Cet objectif national, c'est de servir d'exemple à la jeunesse en fait et de montrer quel exemple suivre, etc. Et pousser les jeunes à faire des études. Enfin, c'est vraiment cette dynamique-là. Donc, exemplarité à l'intérieur et aussi donc présentation de l'homme total à l'extérieur. Merci beaucoup, Sylvain. J'avais oublié l'heure, en fait. Alors, prochaine communication, pardon. Le professeur Jacques Saury. Ça va être une communication participative, hein. Donc faites attention, il faut rester éveillé et impliqué parce que, et je vais vous la poser la première moi-même, la question, les athlètes sont-ils vraiment les meilleurs capteurs? Qui dit oui? Les athlètes sont-ils vraiment les meilleurs capteurs? Est-ce qu'un athlète, sensitivement, est plus fin ou moins fin qu'un capteur électronique? C'est ce que ça veut dire, non, Jacques? C'est à peu près ça la question? Donc qui dit oui? Moi aussi je dis oui. Et tout le reste dit non? Ah, vous vous abstenez? Tu dis non? Bon. Il y a finalement assez peu de oui. Donc on va... je sais pas, je connais pas la réponse en fait. Non, c'était pour meubler un peu parce que... Oui, tu dis? Bon, écoute, Jacques Saury va t'éclairer, c'est un électronicien aussi, c'est temps perdu. On va essayer de contenir un peu le temps, Jacques. J'ai pas été très maître du temps là, jusqu'à présent, parce que j'ai pris les affaires en route, mais là, on va essayer un peu de se contenir. Merci. Bon, j'ai peut-être été un peu imprudent dans ce titre, je l'avoue. Alors, j'ai choisi de présenter une thématique d'ordre un petit peu général, au sens où elle peut être assez transversale à différentes activités, mais en la focalisant sur un travail qui démarre et qui est spécifiquement centré sur l'optimisation de la performance en voile, et avec ce titre énigmatique, en tout cas énigmatique pour Arnaud, et avec un sous-titre qui est un petit peu moins, qui est normalement un peu moins, l'exploitation des sensations des athlètes pour analyser et optimiser leur performance. Alors c'est un travail qui est mené en collaboration avec la Fédération française de voile dans le cadre d'un appel à projet Jeunesse et Sport INSEP, comme ça a été déjà présenté dans des présentations précédentes. Alors le point de départ de ce travail va être très... Je vais prendre un point d'appui très, très concret et assez précis. C'est finalement la question de l'optimisation du choix des matériels de compétition en voile et aussi l'appropriation technique de ces matériels de compétition. C'est une question qui se pose particulièrement en voile olympique. Bien sûr, la voile olympique, pour ceux qui ne connaissent pas ou mal,
c'est une activité qui impose aux compétiteurs de faire des courses et des courses qui, en tout cas les déterminants de la performance dans ces courses sont multiples, intègrent des dimensions techniques, tactiques, physiques, psychologiques, etc. Je ne vais pas les développer ici, mais il y a une dimension qui va m'intéresser plus particulièrement, c'est la vitesse et la justesse technique dans la conduite de son bateau ou de sa planche, et qui est une composante particulièrement importante de la performance en voile. On peut se dire, puisque les catégories de voile olympique sont des catégories dites monotypes, et c'est-à-dire que les bateaux et les planches à voile qu'utilisent les coureurs sont les mêmes, et même dans certains cas ce sont des monotypies strictes, c'est-à-dire de constructeurs. C'est le même constructeur qui fournit et qui a le monopole du matériel qui est utilisé par les coureurs. On peut se dire donc que finalement le problème du choix et de l'optimisation du matériel ne se pose pas ou assez peu, puisque tous les coureurs doivent naviguer à armes égales, ou en tout cas vont naviguer à armes égales de ce fait. Alors, pourtant, ce n'est vraiment pas le cas, puisque on observe, et ça déjà depuis pas mal de temps, des disparités assez importantes dans les caractéristiques mécaniques des matériels qui sont fournis aux régatiers. Les régatiers le sentent, le perçoivent. Et si je prends par exemple la RSX, c'est-à-dire la planche à voile olympique, et plus particulièrement un matériel particulier qui compose, un appendice particulier qui compose la RSX, c'est l'aileron, c'est-à-dire cet appendice profilé qui est une pièce majeure dans le fonctionnement de la planche à voile, puisque par moment c'est pratiquement la seule pièce qui se trouve, ou en tout cas une des seules composantes hydrodynamiques importantes qui se trouve dans l'eau en contact avec le fluide. Eh bien, lors de la dernière préparation olympique, des mesures ont été faites sur ces matériels, sur les ailerons de planche à voile, et qui ont montré qu'il y avait des disparités très importantes dans les caractéristiques mécaniques. Alors là, plusieurs caractéristiques mécaniques sont évaluées, mais si je prends en compte juste la géométrie, c'est-à-dire la forme du profil, savoir s'il est symétrique ou pas, et s'il est conforme au profil type de l'aileron tel qu'il est défini dans la jauge, tel qu'il devrait sortir des moules de ces ailerons, eh bien là, c'est des mesures qui sont faites avec un scanner 3D qui permet de voir les différences entre les ailerons, lorsqu'on scanne l'aileron. Et qui montre que, par exemple, alors là, quand on va vers les couleurs rouges, c'est qu'on s'écarte du profil en épaisseur, en positif. Et quand on va vers les couleurs violettes et les couleurs froides, ça veut dire qu'on s'écarte du profil en négatif, c'est-à-dire que c'est en dessous de la cote normale. Bon, avec des valeurs qui peuvent aller jusqu'à 1 mm de différence d'un côté ou de l'autre. Alors vous voyez que si on regarde les mesures qui sont faites sur des séries d'ailerons, eh bien, on voit ce que les coureurs d'ailleurs ressentent très bien, qu'il y a des différences importantes entre les ailerons. Alors importantes, c'est une question de mesure, mais en tout cas, eux, ils les ressentent comme importantes. Il y a des ailerons avec lesquels ils se sentent bien, d'autres avec lesquels ils se sentent pas bien. Il y a des ailerons avec lesquels ils performent, d'autres non. Et ce qui les amène à se demander si finalement la monotypie est paradoxalement la monotypie de constructeur, c'est-à-dire celle qui devrait être la plus stricte, c'est pas en fait une vraie loterie. En tout cas, c'est la question qui se pose et qui amène d'ailleurs au passage, c'est une petite parenthèse, cette monotypie stricte, elle est supposée rendre la voile un petit peu plus démocratique et permettre à tout le monde, y compris les nations les moins riches, de s'aligner sur les courses avec le même matériel que les nations les plus riches. En réalité, quand on a la possibilité d'acheter des centaines d'ailerons, de les tester tous et de choisir ceux qui sont les plus performants, puisqu'on peut amener ces ailerons dans la régate des Jeux Olympiques, ces ailerons ne sont pas fournis, alors on peut se poser la question, évidemment, de est-ce qu'on est vraiment à armes égales. Alors, en tout cas, ça a amené l'équipe de France de voile depuis assez longtemps à se demander comment on peut déterminer les matériels les plus performants.
Alors évidemment, on dépasse, parce que ça a été les erreurs faites au tout début, une approche que j'appellerais une approche additive, c'est-à-dire où on analyse les performances intrinsèques d'un matériel en supposant qu'elles sont plus performantes que d'autres, et puis en se disant, voilà, si ce matériel-là est performant, si j'ajoute la performance du planchiste ou du régatier, je vais obtenir une performance meilleure. Donc ça a été, je dis les erreurs du passé, parce que ça a été en effet il y a des exemples de plantades célèbres. Donc on aborde la question sous un angle plus systémique, c'est-à-dire où on se dit, en fait, le matériel, il est peut-être pas meilleur en soi, il a peut-être pas des meilleures performances en soi, mais il a des meilleures performances pour un régatier donné en fonction de sa technique, de son style de navigation, de ses sensations, etc. Donc la démarche mise en œuvre dans la PO de Rio 2016, donc la précédente, c'est la suivante. Les ingénieurs partaient des mesures, il y avait des tests en navigation, et puis des débriefings, des retours d'expérience qui débouchaient sur des choix de matériel ou sur l'optimisation de réglage de ces matériels. Alors cette démarche, elle était déjà très intéressante et elle a été productive, en tout cas elle a été assez plébiscitée par les coureurs et par les entraîneurs. Néanmoins, elle a rencontré plusieurs limites, et en particulier, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un déficit d'intégration assez fine, et ça c'est les coureurs et les entraîneurs qui le disaient, comme d'ailleurs l'ingénieur, d'intégration assez fine de dimensions humaines. Eux, ils disaient ça comme ça, c'est-à-dire qu'on fait des mesures, etc., mais on n'intègre pas assez bien justement les dimensions de ressenti de l'athlète, les dimensions liées à la façon dont lui, les intentions techniques qu'il a, son style technique, etc. Et donc, on n'intègre pas non plus la singularité de ces adaptations en supposant que le matériel serait performant pour plusieurs athlètes ou pour tous les athlètes, a priori. Et surtout, ce que souhaitaient faire les entraîneurs, c'est passer de débriefing spontané, comme on l'a vu avant, relativement pauvre. Oui, cet aileron, il est mieux que l'autre. Oui, cet aileron répond un peu mieux. Bon, à une prise en compte un peu plus rigoureuse des expériences des athlètes. Donc la perspective dans laquelle moi je me suis engagé avec eux, c'est justement une perspective qui vise à placer l'expérience perceptive au cœur de la problématique de l'optimisation des performances et des choix de matériel. Alors, les enjeux sportifs, il y en a 3 principalement. Individualiser les choix des réglages de matériel en fonction des techniques et sensations des athlètes. Bon, ça, c'est le premier. Contextualiser ces choix en fonction des conditions de performance optimales des athlètes. Et concevoir des outils, et ça, c'est quelque chose, pour l'instant, on est encore un peu loin, mais concevoir des outils de suivi qui intègrent les sensations et qui puissent être utilisés en routine de manière un peu systématisée. Donc le programme, c'était celui-là. Alors en termes d'enjeux scientifiques, moi je me situe dans une perspective là d'ergonomie cognitive, c'est-à-dire que ce travail vise à apporter une meilleure connaissance des mécanismes d'appropriation des matériels de compétition pour voir comment ces matériels s'incorporent finalement à l'activité technique, d'un matériel à maîtriser, si j'ose dire, à un matériel qui devient un partenaire pour performer ou qui devient transparent, une sorte de prolongement du corps dans l'activité technique. Comment arriver à faire en sorte que les athlètes s'approprient le matériel au point de faire en sorte que ce matériel devienne parfaitement au service de leurs intentions techniques et de leur sensibilité. Alors, je voudrais introduire cette question des sensations au cœur de la performance sportive, si je pars là-dessus. Je reprendrai une métaphore qu'avait utilisée Claude Fauquet, qui était à l'époque directeur de l'INSEP et qui avait introduit le colloque de SRPDL en 2011, et où il était parti de cette métaphore de l'iceberg en disant, voilà, la performance, c'est comme un iceberg. Il y a une partie qui est visible et qui est très facilement appréhendable par tous, et puis une partie qui est invisible, qui est beaucoup plus large, et qui concerne tous les déterminants de la performance qui doivent être mis au jour par, d'ailleurs c'est ce que on pourrait dire, c'est le but de la recherche, que de mettre au jour des dimensions qui sont en effet cachées, des processus qui ne sont pas
qui ne sont pas intuitifs, etc. Bon, la métaphore vaut ce qu'elle veut, mais j'oppose à cette distinction-là une autre distinction qui finalement est pas tellement interrogée entre le mesurable et le sensible. Et pourtant, depuis hier, il a été question beaucoup de mesures, d'objectivation de dimension de la performance, un petit peu moins en effet de la sensibilité et du vécu et de l'expérience sportive en elle-même. Et pourtant, si on compare ces dimensions, alors je le fais de manière un peu à la hache et de manière un peu simplificatrice, hein, on oppose des dimensions qui sont quantitatives versus qualitatives, on oppose des dimensions qui sont objectives, ou en tout cas qu'on présente comme telles, versus subjectifs, et donc toujours sujet à fluctuation, distinction entre les personnes, etc. On oppose des dimensions qui sont générales, ou en tout cas comparables. On peut faire des comparaisons interindividuelles, on peut comparer à des normes, à des dimensions qui sont fondamentalement singulières, on oppose des dimensions qui sont unidimensionnelles, c'est-à-dire on ne peut mesurer que des indicateurs particuliers, précis, un à un, etc., à quelque chose qui est pluridimensionnel fondamentalement. L'analytique a une dimension syncrétique. Bon, bref, on oppose une performance qu'on peut analyser du dehors, si on peut dire, avec l'ensemble des outils qui deviennent de plus en plus sophistiqués, qui sont très intéressants, à une performance qui est vécue et qui est pourtant dont aussi bien les entraîneurs que les chercheurs, que pas mal de chercheurs aujourd'hui, sentent comme très importante à intégrer à l'analyse de la performance. Bon, là j'ai repris un terme feeling entre guillemets parce que c'est connoté, c'est un sens péjoratif. Bon, ça veut dire sensation en anglais, mais comment on peut articuler les deux? Alors là-dessus, je trouve que je disais c'était pas assez interrogé. Et il y a des discours un peu ambivalents sur cette question, parce que finalement, il y a une certaine évidence de la complémentarité pour les athlètes et pour les entraîneurs, de la nécessité de les articuler. Donc les sensations sont perçues comme des éléments de validation, c'est-à-dire que bon, ça vient après. Si les chercheurs ou par exemple les ingénieurs ont établi les performances de tel matériel, les acteurs, les tests, on a vu ça tout à l'heure dans le schéma que j'ai présenté, et ça vient comme des éléments de validation de ce qui a été fait, ça confirme, ça conforte, etc. Et puis, bon, il y a d'autres entraîneurs, par exemple, qui voient les sensations comme finalement des bases d'orientation, des boussoles qui orientent en permanence les choix que fait le sportif ou l'activité du sportif en situation d'optimisation de la performance. Mais il y a aussi une tendance parallèle à ce que j'ai appelé ici une sanctuarisation des sensations, c'est-à-dire attention, surtout ne pas toucher à ça, c'est trop risqué. Enfin, si on commence à déconstruire, à analyser, à objectiver les sensations, on rentre dans quelque chose qui est trop sensible, on risque finalement de dérégler la machine, on risque de faire réfléchir les athlètes sur des choses qu'ils font sans réfléchir et qu'ils feraient peut-être de façon moins performante autrement. Donc il y a toute une sorte d'ambivalence entre la nécessité d'intégrer ces dimensions-là et puis en même temps où il faut faire attention, il y a plein de processus automatisés, il ne faut pas rentrer dans trop de réflexion. La performance, c'est d'abord ressentir et c'est pas penser et c'est pas réfléchir. Alors, la question qui est posée là, c'est est-ce qu'on peut accéder et comment aux sensations, à des sensations qui sont fugaces, labiles, etc., multimodales, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors bon, juste pour l'exemple, je suis pas sûr que ça marche, mais le type d'activité pour lesquelles on analyse ces sensations. Alors c'est vrai que là, bon, ça c'est un peu bloqué. Vous avez vu un petit peu en quelques secondes, on analyse une activité de conduite d'une planche qui produit en permanence un flux permanent d'informations, de perceptions. Voilà. Alors comment rendre compte de ça qui renvoie dans l'expérience du sportif à quelque chose qui est très très peu formalisé, assez indifférencié, etc. Alors la voie engagée, c'est pousser finalement le rappel rétrospectif
de ce que nous on appelle la conscience pré-réflexive, c'est-à-dire le flux permanent d'expérience, de présence à soi, à ce qu'on fait, c'est-à-dire à la fois des intentions, des actions qui sont en cours de réalisation, ce que l'on ressent, ce que l'on comprend, bref, le flux des focalisations de l'attention au moment où on le fait. Je ne parle pas d'une attention à ce que l'on fait, je parle d'une attention à l'activité en cours, tout simplement. Eh bien, pousser cette conscience pré-réflexive dans ses retranchements sensoriels, si j'ose dire, c'est-à-dire pousser la restitution de cette expérience-là plus loin qu'on est capable de le faire aujourd'hui, dans l'explicitation de sensations, de perceptions fines. Et notamment, la limite des méthodes qu'on utilise jusqu'à présent, c'est-à-dire les autoconfrontations, la confrontation à des images vidéo, les remises en situation que l'on fait, en tout cas pour ce qui concerne la voile, ça permet difficilement de dater les actions et perceptions parce qu'il y a un flux continu d'activité. On est dans quelque chose qui n'est pas séquentiel, qui est qui est continu et qui constitue un flux permanent d'événements qui se succèdent en rendant la datation de ces événements très difficile. Et deuxièmement, on est sur un flux d'événements qui sont très faiblement discriminables. C'est difficile de discriminer un état de juste l'état d'après, etc. Donc, en fait, les limites des méthodes qu'on utilisait jusqu'à présent sont là, et ce qui nous amène à un peu expérimenter autre chose. Alors, cet atelier méthodologique qu'on expérimente, c'est, bon, on part aussi de mesures et d'une caractérisation un peu objective des matériels. On utilise des vidéos des comportements sportifs en navigation. On utilise des outils de mesure également des comportements de la planche, notamment la centrale inertielle et un système de tracking GPS, et des données météo qui fournissent des éléments de contexte sur en tout cas l'état de la mer et du vent à ces moments-là. Et ensuite, on réalise ce qu'on appelle des autoconfrontations augmentées qui visent à resynchroniser tout cela. Alors je vais développer un tout petit peu pour aller plus loin, et notamment sur cette notion d'autoconfrontation augmentée. Alors ces autoconfrontations augmentées, c'est en fait, et pour moi ça a été une découverte, parce que jusqu'à présent je faisais bien attention de ne pas fournir aux sportifs d'autres éléments que ceux qu'il avait pu percevoir dans son activité en situation. Or là, c'est un peu différent. On fournit aux sportifs non seulement une trace de son activité, les vidéos, mais aussi toutes sortes déjà d'éléments qui sont par exemple la vitesse de sa planche. Alors là, il y a une courbe verte et une courbe rose, c'est parce qu'il y avait deux planches. Et donc la vitesse de sa planche et celle de son partenaire d'entraînement, les variations d'assiette longitudinale et d'assiette latérale de la planche, les traces GPS pour resituer où ils étaient. Donc en fait, on donne accès aux coureurs en même temps à tous ces éléments-là, plus à des indicateurs un petit peu plus synthétiques, comme les écarts types de variation d'assiette, comme les écarts types de vitesse, etc. Et ça, c'est permis grâce à un outil, bon, je ne le développe pas ici, mais enfin, c'est l'outil qui avait été développé dans le cadre de la Coupe de l'América, qui s'appelle Racecutter, et qui a été utilisé par les coureurs du bateau Oracle, le bateau américain. Et ça a permis quelque chose qui pour moi était assez nouveau, ça a permis de faire des relances ciblées, et notamment de relancer sur des dimensions qui n'étaient pas spontanément exprimées par le sportif, et notamment ce que j'appelle pousser l'athlète dans ses retranchements par rapport à l'expression des sensations, et dater précisément les éléments évoqués. C'est-à-dire que, par exemple, des indicateurs comme les écarts types des variations d'assiette, ou des indicateurs comme les angles de gîte sur bâbord et sur tribord, c'est-à-dire sur un bord par rapport au vent et sur l'autre, qui n'étaient pas exprimés, apparaissent grâce à ça et permettent de relancer le questionnement pour amener, par exemple, l'athlète à expliciter la manière dont il régule sa planche un peu différemment sur bâbord et sur tribord, parce que l'angle par rapport au clapot n'est pas strictement le même, et que donc il cherche un autre appui, il cherche à contrôler la trajectoire de sa planche un petit peu différemment, etc. Mais ça,
si je n'avais pas eu cet outil, on n'aurait pas pu aller aussi loin. Alors, pour aller, puisque je vois que le temps tourne, mais j'avais 25 minutes, ça va, je pense encore un peu. Alors, qu'expriment les véliplanchistes de haut niveau sur leurs sensations associées à la qualité de leur performance technique? En fait, l'état actuel de l'analyse amène à distinguer deux registres de sensations. Des sensations syncrétiques globales, c'est-à-dire qui renvoient à des états, à des perceptions sur la qualité, l'optimalité du fonctionnement global. On pourrait dire que c'est des états qui sont perçus par comparaison à des attentes sur un mode de fonctionnement préférentiel. C'est-à-dire les coureurs ont une perception de différence par rapport à des dimensions assez globales, je vais les préciser. Et des dimensions syncrétiques, elles sont tout autant syncrétiques, mais beaucoup plus locales, centrées sur des aspects très spécifiques, comme les appuis sur la planche, la pression sur l'aileron, etc. Et ça forme des configurations perception-action associées à des conditions de vent qu'on commence à voir se dessiner pour chaque coureur avec lesquels on travaille. Alors, ces sensations syncrétiques globales, bon, c'est assez spécifique à la voile, mais je vais les expliquer dans leur dimension générale. C'est, en premier lieu, la perception du caractère plus ou moins lisse de la vitesse. L'enjeu étant d'éviter, bien sûr, les décélérations, mais d'éviter aussi les trop grandes accélérations. Bon, je pense qu'on retrouve ça dans toutes les activités hydrodynamique, en natation, c'est-à-dire maintenir lisser la vitesse moyenne. La deuxième, et ils perçoivent ça. Ils perçoivent ces variations de la planche qui sont au cours des bords. La dualité contrainte versus laisser vivre la planche, c'est-à-dire ils perçoivent aussi quand ils sont capables de laisser la planche la suivre, la laisser vivre, l'accompagner, être au service de la planche, versus être amené à contrôler, maîtriser, contraindre. L'équilibre dynamique aussi associé à ce fonctionnement optimal qui renvoie à un équilibre de la posture en liaison avec les forces qui s'expriment sur la planche. Par exemple, le sentiment que tout est aligné, le sentiment d'être tiré vers l'avant, le sentiment que tout est tiré vers l'avant. Et sur les sensations locales, alors c'est des sensations qui renvoient à trois catégories aussi. Les répercussions physiques par exemple là il s'agissait d'un test d'aileron, mais les répercussions physiques de l'utilisation du matériel, l'aileron qui restitue beaucoup de puissance dans les jambes, l'aileron qui impose de forcer, etc. Enfin, bon, c'est des exemples. Les perceptions des propriétés mécaniques de l'aileron, aileron qui plie peu sous le talon, qui exige qui fonctionne mieux chargé, qui produit un effet foil. Bon, donc en fait des états comme ça, et ou la perception d'une ouverture-fermeture de possibilités d'action spécifiques, c'est-à-dire aileron qu'on peut travailler au talon, qui me permet de faire de relancer, de faire des trajectoires que je veux dans les vagues, etc. Donc qui m'ouvre ces possibilités d'action, ou au contraire qui bloque ces possibilités d'action. Donc là, on est en train de travailler sur l'affinement de ces sensations et qui amène pour chacun à fabriquer un modèle de configuration individuelle de sensations associées à des performances optimales versus non optimales. Donc ça, c'est un travail en cours, et c'est des configurations très individualisées. L'enjeu, en termes d'aide au choix du matériel, étant là, c'est capitaliser ces retours d'expérience qu'on accumule. Donc ça, c'est simplement une fiche de retour, enfin un extrait plutôt d'une fiche de retour individuelle qui associe sensations et mesures. Mais l'idée étant, et d'ailleurs c'est assez intéressant sur cet exemple-là, puisque l'aileron qui apparaissait le moins symétrique, c'est l'aileron qui s'avère le plus performant du point de vue des coureurs et qui s'avère aussi le plus performant en pratique. Donc en fait, déjà les données géométriques ne permettaient pas de décider à l'avance de l'aileron qui serait le plus performant. Et puis l'autre aspect, je termine là-dessus, je vois Arnaud qui se... Mais l'autre aspect, c'est la stabilisation progressive de repères individuels d'optimisation, c'était le but.
Donc, dans l'élaboration d'un lexique spécifique, l'enjeu est de créer une sorte de nomenclature permettant de nommer et de rendre ces sensations communicables et communes aussi dans un groupe d'entraînement, d'identifier les configurations sensibles individuelles associées à une qualité plus ou moins optimale des performances. Et à terme, c'est d'aboutir à des outils qui seraient des outils utilisables en routine, permettant des retours standardisés pour que ces tests de matériel soient les plus efficaces et ne soient pas aussi lourds que toute la procédure qu'on met en place dans le cadre de ce travail. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres perspectives qui me semblent assez importantes et intéressantes, mais pour l'instant, ce sont des perspectives. C'est toute l'exploitation possible en relation avec des pratiques de préparation mentale, notamment en pleine conscience ou de techniques de visualisation, de tout le travail qui est fait sur justement ce registre de sensations et ou aussi de préparation physique, pourquoi pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Jacques. Bon, eh bien c'est Jacques, 25 minutes, et il n'a pas répondu à la question. Alors de manière binaire, oui, non. Parce que attends, j'ai des amis qui attendent là, dans la salle, oui, non. Oui, moi, j'ai pas de réponse binaire, t'as bien compris. Bon, on va pas repartir sur 25 minutes. Merci Jacques. Non, on a le temps pour des questions courtes ou longues d'ailleurs. Oui, pardon, Baptiste. Merci Jacques pour ta présentation. Effectivement, je pense que l'athlète est un expert de la sensation, ce qui n'exclut pas potentiellement certains biais cognitifs qui pourraient amener une erreur de sa perception vis-à-vis de la performance mesurée, parce qu'au final, en voile comme dans les autres disciplines, l'important c'est d'être devant à la fin. Et la question que je me posais, c'est que j'ai 2-3 exemples en texte, Sylvain en parlerait mieux que moi, mais sur les cyclistes qui ont l'impression d'être plus performants à une certaine cadence, alors qu'en réalité, quand on diminue cette cadence, ils vont être plus performants. Moi, j'ai des exemples sur le rugby où, sur des poussées isométriques, les joueurs ont l'impression d'être plus fatigués, alors qu'en termes d'évaluation de la fonction neuromusculaire, il n'y a pas de dégradation comparé à des sprints, par exemple. Et donc là, dans ce cas particulier, est-ce que vous couplez cette sensation de l'athlète, savoir dire moi je préfère cet aileron-là parce qu'il m'amène ça, si j'ai bien compris ce que tu nous as présenté. Et donc, est-ce que vous couplez ça à une performance mesurée finale, puisque quelque part, si l'aileron, lui, le préfère, mais le fait aller moins vite, voilà, donc c'est un peu la question que je te pose. Ah bah oui, là, le couplage, il est permanent, c'est-à-dire qu'il y a une mesure de la vitesse ou de la variabilité de cette vitesse qui est permanente, et en plus, elle est comparative. Alors en voile, on ne peut pas avoir une mesure objective, une mesure de la performance dans l'absolu. Puisque en fait, c'est difficile de savoir si on va vite si on ne se compare pas à un autre adversaire ou à d'autres adversaires. Et la vitesse dans l'absolu n'a pas de signification très, très importante. Donc, il y a quand même les variations de vitesse qui sont mesurées, mais il y a aussi les variations de vitesse chez les autres partenaires qui s'entraînent sur le plan d'eau en même temps et dans la même situation. Donc oui, il y a un couplage permanent avec des indicateurs de mesure objective de la performance. Oui. Après, sur l'histoire des biais cognitifs, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, ce que je pense, c'est que les athlètes sont des capteurs, ils sentent des choses. Après, ils ne sont pas des très bons analystes, forcément. Enfin, et en tout cas, la rationalisation qu'ils font ou l'interprétation qu'ils font de ces perceptions, elle est pas forcément... en tout cas, elle est sujette à caution, quoi. Marc. Oui, merci Jacques pour ta présentation. C'est un peu une question un peu similaire à celle de Baptiste, parce que si j'ai bien compris, mais peut-être que j'ai mal compris, les athlètes ont choisi le même aileron, c'est ça ? À la fin, ils ont trouvé qu'il y avait un aileron qui était mieux que l'autre par rapport au test. Mais ma question, c'était de savoir, est-ce que un athlète pourrait préférer un aileron par rapport à, je sais pas, son type de navigation, alors que l'autre, on préférerait un autre, déjà d'une ? Et dans le deuxième type de question un peu similaire, en fonction du plan d'eau,
et de la houle ou je sais pas quoi? Est-ce qu'il y a des ailerons qui seraient mieux que d'autres et tout? Et donc ça signifierait que, en fonction de la compétition, il faudrait changer d'aileron, ainsi de suite, quoi. Oui, je pense que la réponse à ces deux questions est oui. Il peut y avoir un athlète qui préfère un aileron et un athlète qui, lui, va choisir un autre aileron dans les mêmes conditions de vent et de mer parce qu'ils n'ont pas les mêmes... parce qu'ils ne recherchent pas exactement les mêmes organisations, ils n'ont pas les mêmes techniques préférentielles, si on veut, ou en tout cas pas la même façon de réguler leur planche. Donc ça, c'est possible. Sur le choix des ailerons en fonction des conditions, alors je ne sais pas, mais enfin, a priori, ils choisissent un aileron qui est leur aileron de référence, etc. Mais il y a des cas où les coureurs disent cet aileron-là fonctionnerait mieux à très grande vitesse ou à plus grande vitesse ou en étant plus chargé. Donc c'est pas tout à fait impossible qu'il y ait des ailerons qui soient évalués d'une manière un peu différente si on a des conditions qui permettent d'aller à 25 nœuds ou si on a des conditions de petit temps. Donc ça c'est tout à fait possible qu'il y ait des ailerons préférentiels pour le petit temps et d'autres pour la brise, par exemple. Mais bon, ça je sais pas exactement. Merci. Sébastien. Oui, merci Jacques pour cette présentation. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de réussir à exprimer ma question parce que je ne suis pas un spécialiste de ce dont tu parles, mais je sais qu'il y avait des travaux qui ont été développés en équitation sur le franchissement de l'obstacle avec le cheval et qu'il y avait une variable niveau qui intervenait très très fortement dans la qualité de la perception. C'est-à-dire qu'en fait, un cavalier médiocre voit à une foulée s'il est juste par rapport à l'obstacle ou pas. Et donc, en fait, il n'a pas les moyens de corriger son geste ou son intervention, puisque, en fait, c'est trop tard. Et puis, plus le cavalier est bon, plus il est capable de voir très très loin il va pouvoir franchir, s'il est bien placé, donc intervenir, donc à 4 ou 5 foulées. Mais alors, du coup, ces résultats étaient très très intéressants, mais il y aurait une espèce de paradoxe à considérer que s'ils voient très très loin, alors ils sont bons, alors que c'est plutôt l'inverse qui joue, c'est-à-dire que plus ils sont bons, plus ils affinent leurs sensations. Du coup, il y a une variable niveau qui intervient dans la qualité de la perception, et ma question, elle est la suivante, c'est est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe à faire de ce qui me semble être une conséquence finalement d'un entraînement, c'est-à-dire à faire de la sensation, de la qualité de la perception, une cause ou un facteur de performance, alors qu'a priori, c'est plutôt le résultat d'un apprentissage. Je ne sais pas si ma question est claire, mais... Oui, je crois que je la comprends, mais j'en fais pas une cause de la... Tu dis une cause de la qualité de la performance, c'est ça, la qualité de la perception serait... Non, c'est juste une appropriation de ces perceptions pour faire des choix, pour rationaliser finalement les choix qu'on peut faire ou le travail qu'on peut faire visant l'optimisation technique, visant à explorer des nouvelles techniques également. Donc en fait, c'est plus développer chez les athlètes la capacité à décrire finement, mettre en mots finement, catégoriser, avoir tout un ensemble, une nomenclature de plus en plus précise, permettant de finalement faire ces distinctions entre des ailerons, entre des planches, entre des voiles ou entre des techniques. C'est pas, ou alors j'ai pas compris la question. Une dernière question, et puis ensuite on va passer à la dernière présentation. Moi, je voulais savoir est-ce que c'était préférable, par exemple, un athlète qui dit qu'il préfère un aileron où on se rend compte qu'il est un peu moins performant, cet aileron-là, par exemple. Est-ce que du coup, il est préférable de changer d'aileron, prendre un autre qui est un peu moins performant, ou laisser celui-ci et entraîner l'athlète, et sachant que c'est des athlètes de haut niveau, donc ils ont quand même la capacité à s'adapter, et peut-être que du coup, au fur et à mesure, il sera encore plus performant avec cet aileron-là. Non, je pense pas que de toute façon il soit préférable de prendre un aileron qui soit moins performant. Mais là, le problème ne se pose
pour l'instant, ne s'est jamais posé. C'est-à-dire que les ailerons les plus performants sont aussi, dans l'analyse qu'ils font de l'usage de leur aileron, la performance de leur planche en utilisant cet aileron, elle est prise en compte. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un athlète qui préfère un aileron qui engendre une moins bonne performance. Ça, j'ai pas vu ça, d'athlètes qui préfèrent un aileron qui serait moins performant qu'un autre. Vous disiez dans la présentation que certaines fois, sur les mesures, et choses comme ça, sur les ailerons, il y en avait qui semblaient moins performants, mais que certains athlètes trouvaient qu'ils leur convenaient mieux quand même. Ah oui, mais que des ailerons de caractéristiques différentes conviennent pour l'un, un aileron pour l'un, un autre aileron pour l'autre, ça c'est possible. Par contre, pour ces athlètes-là, c'est pas arrivé que ces ailerons coïncident avec des niveaux de performance moindres. C'est souvent des niveaux de performance très proches entre les ailerons là. Mais même s'ils ont des caractéristiques différentes. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Baptiste Morel, donc, qui va nous parler de rugby et de fatigue en rugby. Il est temps de s'y intéresser parce que nos Français sont fatigués un peu sur un terrain de rugby en ce moment. Donc, dernière séquence avant le prix, avant la remise du prix Master. Dernière séquence, 20 minutes de présentation et on prendra 5-10 petites minutes de questions. Antoine l'avait promis, donc voici le feu d'artifice. Alors effectivement, je vais vous parler de recherches que j'ai pu effectuer, enfin d'une succession de recherches, et qui fait écho à certaines choses qui ont pu être dites lors de ces 2 jours de congrès, sur l'importance des questions de terrain, des questions issues du terrain. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment un projet qui est issu de questions de terrain, de discussions avec des athlètes, avec des préparateurs physiques et des entraîneurs, qui nous a amené ensuite à aller en laboratoire pour aller mieux comprendre certains des paramètres, et pour finir, à retourner sur le terrain pour essayer de proposer des solutions. Donc c'est un peu tout ce parcours que je vais essayer de vous présenter. Donc tout d'abord, on va parler de fatigue. Et c'est un terme, il faut faire un petit peu attention. Il n'y a pas longtemps, juste pour vous raconter une toute petite anecdote, j'ai vu qu'il allait y avoir un congrès l'été prochain sur la fatigue à Poitiers. Un congrès international qui, pour la première fois, revenait en Europe. Alors, j'étais tout content de découvrir le contenu de ce congrès, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, c'était un congrès de mécanique des matériaux. Puisque la fatigue est un mot qui peut être utilisé dans de très très nombreux domaines, et il est important de le définir et de bien comprendre de quoi on est en train de parler. Alors là, c'est un peu extrême. C'est un terme, si vous cherchez dans la littérature scientifique, il y a énormément d'articles sur l'agriculture qui parlent de fatigue des sols. Alors nous, évidemment, on va parler de l'humain, mais encore, quand on parle d'humain, il y a des définitions qui peuvent être différentes. On peut parler de la fatigue chronique d'un individu qui souffre d'une pathologie, on peut parler d'un problème de perturbation du sommeil, ce qui va induire une fatigue, des perturbations du fonctionnement cognitif qu'on peut appeler fatigue cognitive. Mais nous, ce sur quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est la fatigue neuromusculaire. Alors encore une fois, dans la fatigue neuromusculaire, on peut trouver des dizaines de définitions différentes. J'en choisis une dans le cadre qui va être valable pour la présentation que je vais vous faire, qui n'est pas forcément une définition générique. Donc nous, on va considérer la fatigue, dans le cadre de nos rugbyman, qui vont effectuer des efforts maximaux, comme étant une diminution de la capacité de production de force, et qui est réversible avec du repos. Très simplement, dans quelque chose d'assez schématique, vous avez une initiation de la commande motrice, un relais par le motoneurone au niveau de la moelle épinière, et ensuite un deuxième neurone qui amène jusqu'au muscle. Un modèle très simple, mais qui va suffire pour introduire les premières données que je vais vous présenter. Et donc traditionnellement, on distingue les fatigues centrales et périphériques selon qu'elles se situent en amont ou en aval de la jonction neuromusculaire. Alors pour en venir à la question de terrain, à l'époque où je faisais de la préparation physique dans des clubs de rugby, en discutant avec des avants, qu'on appelle affectueusement les gros,
il nous expliquait que la fatigue qu'il faisait lors des tâches spécifiques, notamment de mêlée, de môle, n'avait rien à voir. Même si les modèles d'effort étaient similaires en termes de temps de travail, temps de récupération, ils disent non, ça n'a rien à voir en termes de fatigue. C'est vraiment pas pareil. Alors eux avaient une hypothèse comme quoi les avants seraient de vrais hommes comparés aux 3/4. Mais une fois passées ces considérations sur le genre masculin, si on se réintéresse à la littérature scientifique, il y a un phénomène très connu sur la fatigue qui est celui de dépendance à la tâche. Selon la tâche que vous allez effectuer, la fatigue ne va pas être la même. Et là, vous avez de très 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 nombreux paramètres qui vont intervenir. Simple exemple, ce ne sont pas du tout les seuls, mais le temps de travail total, le ratio entre le travail, la contraction musculaire et la récupération, l'intensité, le nombre de contractions, les groupes musculaires impliqués, le travail mécanique produit, etc., etc. Alors si on s'intéresse au sport collectif, il y a certains de ces paramètres qui vont être contrôlés. Notamment, il y a un modèle d'effort qui est considéré comme étant représentatif des efforts effectués dans les sports collectifs et dans les sports de raquettes, c'est la capacité à répéter des sprints. Et donc ça fixe certains des paramètres, étant donné que les efforts en sport collectif sont considérés comme étant des efforts d'intensité maximale, de durée relativement faible, avec des récupérations qui sont incomplètes. Et il y a possibilité de tester ces capacités à répéter des sprints, avec un test initialement décrit par Bishop au début des années 2000, comme étant la répétition de 5 sprints de 6 secondes, avec 24 secondes de récupération. Alors c'est un modèle d'effort, mais il a pour avantage de fixer un peu les caractéristiques de la tâche, et donc de ne pas avoir des tâches qui peuvent être très très différentes. Alors c'est un modèle d'effort qui est beaucoup étudié. Si on regarde simplement sur ces 5 dernières années, il y a plus de 300 articles. Mais malgré le fait qu'on ait bloqué le temps de travail, le temps de récupération, l'intensité, etc., on a quand même une dépendance à la tâche. Si vous faites votre test RSA, Repeated Sprintability, sur un cyclo-ergomètre ou en course à pied, vous n'allez pas avoir la même fatigabilité. Si même des différences qui sont beaucoup plus faibles, c'est-à-dire vous prenez un cyclo-ergomètre et vous faites un cyclo-ergomètre qui est freiné par un électroaimant ou un cyclo-ergomètre qui est freiné par un système aérodynamique ou un cyclo-ergomètre qui est freiné mécaniquement, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats de fatigue derrière. Donc des toutes petites différences peuvent amener des fatigues qui peuvent être différentes in fine. Et idem si vous le faites en courant, sur un terrain en herbe ou sur une piste en athlétisme, vous n'allez pas avoir les mêmes effets. Donc on imagine bien, en reprenant la question de nos avants, qu'effectivement les tâches de poussée en mêlée et les tâches de course sont vraiment très très différentes. Donc ça méritait le coup d'aller creuser et de voir quelles allaient être les différences de fatigue observées sur ces tâches. Donc pour ça, on a effectué le modèle d'effort RSA classique, 5 fois 5 secondes avec 20 secondes de récupération. Alors il y a quelques variantes, mais ça reste toujours la même idée. Et on l'a testé suivant 3 tâches rugbystiques différentes. Le sprint, la course à pied, le maul, consiste à pousser contre un autre pack avec un déplacement qui est léger, et la mêlée. Elle a une poussée qui est totalement isométrique, enfin, qu'on assimile à une contraction totalement isométrique sans mouvement. Et on se posait la question, quelle allait être la fatigue en termes d'amplitude et d'origine. Donc pour ça, on avait mesuré la diminution de performance après les 5 répétitions. On avait une indication, on va dire, de la commande nerveuse avec l'électromyographie de surface sur le vastus lateralis et l'accumulation de lactate sanguin pour avoir une idée de ce qui se passait d'un point de vue métabolique. Et donc on voit qu'avec la répétition de mêlée, on avait une diminution de perf qui était très importante, qui était associée à une diminution de l'activation du VL très importante, et en revanche, pas d'augmentation de la concentration en lactate sanguin. Si on analysait le môle, la diminution de performance était plus faible, la diminution de l'activation du vastus était également... il y avait une diminution, mais qui était plus faible, et une augmentation de lactate plus importante. Et si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du sprint, une diminution de performance qui était encore moins importante, pas de diminution significative de l'activité électromyographique du vastus lateralis et une augmentation très importante du lactate. Donc effectivement, ces 3 tâches semblent amener des amplitudes de fatigue et des mécanismes impliqués dans cette fatigue qui sont différents. C'était un peu le constat de cette première étude qui avait été réalisée sur le terrain. Alors maintenant, on a essayé de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui vient expliquer le fait que ces différentes tâches amènent des fatigues qui vont être différentes? L'hypothèse qu'on a faite, c'est que dans ces 3 tâches, l'effort est maximal. L'effort volontaire, on cherche à pousser le plus fort, le plus vite possible, générer le plus de force, le plus de vitesse. Mais en face, vous allez avoir une contrainte mécanique, quelque chose qui va s'opposer à vous, ce qui va amener
une caractéristique force-vitesse des contractions différentes en fonction donc, de cette contrainte mécanique. Typiquement, la mêlée, vous avez une contrainte mécanique qui vient s'opposer à votre poussée qui est très importante, donc vous allez produire beaucoup de force et quasiment pas de vitesse. Un môle, vous avez une contrainte mécanique qui s'oppose à vous, on va dire qui est modérée, donc vous allez pouvoir générer des contractions à la fois avec de la force et de la vitesse modérée. Et sur du sprint, on est plutôt, vous déplacez simplement votre masse, donc on est plutôt sur une production de vitesse et de force plus faible. Et l'hypothèse qu'on a faite, c'est que ces caractéristiques force-vitesse de la contraction pourraient être responsables de la diminution de l'effort maximal, donc de la fatigue, et moyennant des mécanismes qui pourraient être différents. Alors, on allait faire un tour du côté de la littérature, et là, on avait des littératures controversées, avec certains articles qui disaient oui, la contrainte mécanique s'opposant au mouvement pourrait amener des fatigues différentes en termes d'origine et d'amplitude. D'autres articles qui disaient non. Le problème de toutes ces études, c'est que vu qu'on a ce problème de dépendance à la tâche, et qu'elles n'étaient pas strictement identiques en termes de protocole, on ne peut pas vraiment comparer et savoir sur la base des études dans la littérature. Donc on a décidé d'aller comparer 3 conditions force-vitesse différentes sur des extensions de genoux dans un dynamomètre isocinétique pour vraiment isoler cet effet influence de la contrainte mécanique sur un mouvement monoarticulaire. Donc on a effectué des tests neuromusculaires avant et après 20 séries de contractions effectuées soit en isométrie, soit à 30 degrés par seconde, soit à 240 degrés par seconde, en respectant 3 secondes d'extension maximale cumulée, 3 secondes de flexion passive et 24 secondes de récupération. Pour gagner du temps, je vais passer très rapidement sur cette diapositive, étant donné que c'est des informations qui sont revenues plusieurs fois aujourd'hui. L'idée des tests de la fonction neuromusculaire, c'est qu'on va considérer la fatigue comme étant une diminution de la force maximale volontaire. C'est quelque chose de très classique. Ensuite, pour obtenir des informations sur les origines de cette fatigue, plutôt des pertes de la contractilité musculaire ou plutôt une diminution de l'activation volontaire, on utilise des méthodes avec des stimulateurs électriques. On va venir stimuler le muscle pour se rendre compte, indépendamment de la commande volontaire, si il répond plus ou moins. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la force évoquée, qui est donc un indicateur des paramètres périphériques de la fatigue. Et ensuite, on effectue également des stimulations sur la contraction maximale volontaire, ce qui permet de se rendre compte si le cerveau recrutait l'ensemble des unités motrices ou si certaines unités motrices n'étaient pas activées, ce qui peut se passer dans le cadre de fatigue. Notamment, vous voyez, si on stimule sur une contraction et qu'on n'était pas en train de recruter l'ensemble des unités motrices, vous avez ce qu'on appelle une secousse surimposée, ce qui permet de calculer l'activation volontaire. Donc pour la suite, simplement, on va beaucoup parler de force évoquée, qui va être un marqueur de la fatigue périphérique, et de l'activation volontaire, qui est plutôt un marqueur des déficits centraux. Alors, si on compare les 3 conditions force-vitesse, ici vous avez le 0 degré par seconde avec une diminution de force d'environ 10%, le 30 degrés par seconde, une diminution de force de 16%, et le 240 degrés par seconde, une diminution de force aux alentours de 30%. Alors là, on peut se dire, le profil force-vitesse de la contraction va influencer l'amplitude de la fatigue. Simplement, il y a 2 paramètres qu'on ne contrôle pas dans le design expérimental qui avait été choisi. C'est le travail mécanique accumulé, quelque chose de très important, et le nombre de contractions. Alors simplement, on a recalculé la diminution du couple max pour un travail mécanique donné. Et là, on se rend compte que l'amplitude de la fatigue n'est plus différente entre les conditions force-vitesse. Autrement dit, plus que la condition force-vitesse de la contraction, dans le cadre de ces données-là, c'est le travail mécanique accumulé qui est permis par la condition force-vitesse. Je vous passe cette information sur le nombre de contractions. Autrement dit, nous, on avait contrôlé le temps de travail, le ratio travail-récupération, a priori. A posteriori, on a essayé de contrôler le travail mécanique et le nombre de contractions, et on pensait que la caractéristique force-vitesse allait influencer l'amplitude de la fatigue. Et en réalité, c'est plutôt la caractéristique force-vitesse qui permet plus ou moins de travail mécanique, et c'est ce travail mécanique qui semble expliquer l'amplitude de la fatigue produite. En revanche, si on se positionne du côté de l'origine, en tout cas des mécanismes impliqués dans la fatigue, donc à gauche, vous avez l'activation volontaire, donc la secousse surimposée, et à droite, la force évoquée, qui est plutôt le marqueur de fatigue périphérique. Donc la condition à 0 degré par seconde voyait une diminution importante des capacités d'activation volontaire, mais pas de diminution de la capacité contractile périphérique. La condition intermédiaire à 30 degrés par seconde voyait une diminution de l'activation volontaire moindre, en revanche une diminution significative de la force évoquée. Et la condition la plus rapide à 240 degrés par seconde n'amenait pas de diminution des capacités d'activation volontaire, et en revanche une diminution des capacités contractiles qui était très élevée. Autrement dit,
quand on se concentre sur l'origine de la fatigue, il semble effectivement que la caractéristique force-vitesse de la contraction va amener différentes origines. Plus la vitesse est lente et donc plus la force produite est élevée, plus on a l'impression d'avoir des facteurs centraux, et plus la vitesse va être élevée, donc plus la force va être faible pour des contractions maximales, plus la fatigue va être d'origine périphérique. Alors, en réalité, le modèle très simpliste que je vous ai présenté tout à l'heure est un peu plus complexe, étant donné que vous avez plein de rétroactions au niveau du système nerveux central, soit directement dans le système nerveux central, au niveau du cortex, soit par des afférences métabo- et mécanosensibles qui peuvent venir inhiber ou exciter le système nerveux. On va s'intéresser à un point particulier que sont ces afférences métabosensibles de type 3-4 qui sont étudiées depuis une dizaine d'années dans la littérature. L'idée, c'est que lorsque vous avez des perturbations biochimiques au niveau périphérique, vous avez ces capteurs métabosensibles qui vont renvoyer une information au système nerveux central et qui va inhiber le système nerveux central. Ça, donc, c'est quelque chose qui est assez bien décrit depuis une dizaine d'années. Le problème, c'est que ce modèle-là ne correspond pas, en tout cas cette explication-là des inhibitions centrales, ne correspond pas à ce qu'on observe dans les tâches à haut niveau de force et faible niveau de vitesse. Typiquement, donc le 0 degré par seconde ou la mêlée, on a une très grande fatigue centrale et pourtant, il ne semble pas y avoir de grosses perturbations périphériques. Ça suggère que le mécanisme de la fatigue centrale pour les hauts niveaux de force faible vitesse ne serait pas les mêmes que dans les autres conditions. C'est ce qu'on a voulu aller creuser dans une autre étude effectuée en laboratoire. Alors en fait, je vais vous expliquer juste après pourquoi, mais l'idée c'est qu'on avait besoin d'analyser les cinétiques de fatigue, pas simplement un pré-post, mais bien l'évolution au cours du temps de l'ensemble de ces paramètres. Donc on a effectué 160 contractions maximales, avec 1 seconde de travail, 2 secondes de récupération, et ce dans 2 conditions force-vitesse, 30 degrés par seconde, avec une amplitude angulaire de 30 degrés pour bien respecter la seconde de contraction, et 90 degrés par seconde avec une amplitude articulaire de 90 degrés pour bien respecter la seconde de contraction. Et toutes les 20 contractions maximales, on effectuait le protocole d'analyse des tests neuromusculaires avec des stimulations pour avoir la force évoquée et l'activation volontaire. L'avantage, c'est que ça permet de s'affranchir d'un nombre de contractions donné. Si on fait 30 contractions, on va se situer à un certain niveau de fatigue, mais si on en fait 40, le niveau va être différent. Si on en fait 50, ça va être différent. Donc c'est difficile de pouvoir comparer. L'avantage de faire ces 160 contractions et ces 11 points de mesure de neuromusculaire, c'est que ça permet d'avoir les cinétiques et de modéliser tout ça comme étant la diminution de force évoquée et d'activation volontaire. Donc ça ferait 2 courbes différentes. Là, c'est simplement un exemple. Ce qui permet d'obtenir l'asymptote, un état stable, mais surtout ce qui va nous intéresser pour juste après, ça nous permet d'obtenir dans l'équation taux, qui est la vitesse d'apparition de cette fatigue, la vitesse de diminution d'activation volontaire ou la vitesse de diminution de la force évoquée. Alors ce paramètre taux, il nous intéresse puisqu'on a tenté de corréler la vitesse à laquelle vous allez avoir votre force évoquée diminuée avec la vitesse à laquelle votre diminution d'activation volontaire va apparaître. Autrement dit, est-ce que vous vous fatiguez rapidement d'un point de vue périphérique? Est-ce que vous vous fatiguez rapidement d'un point de vue central? À 90 degrés par seconde, on a une corrélation qui est positive. Autrement dit, plus je me fatigue d'un point de vue périphérique, plus je vais avoir une fatigue centrale. Ce qui semble correspondre au modèle que je vous avais présenté précédemment, à savoir qu'une perturbation périphérique pourrait venir inhiber la commande motrice. En revanche, lorsqu'on regarde l'autre condition de vitesse au niveau de force, plus faible niveau de vitesse, 30 degrés par seconde, on a une corrélation qui est inverse. Autrement dit, le modèle des afférences métabosensibles qui viendraient inhiber le système nerveux central ne semble pas pouvoir fonctionner dans cette condition. Une hypothèse qu'on pourrait faire, c'est à l'inverse, que dans le cadre de ces conditions à haut niveau de force, c'est plutôt une inhibition centrale, initialement, alors après les mécanismes impliqués, on pourra en discuter, mais c'est pas évident, qui viendrait inhiber, empêcher des perturbations biochimiques périphériques. En tout cas, ça suggère que les mécanismes de la fatigue centrale dans ces 2 conditions seraient différents. Un autre élément qui va aller dans ce sens-là, c'est l'analyse des récupérations. On a refait les tests neuromusculaires à 2 minutes, 4 minutes et 6 minutes post-fatigue. Si vous regardez le 90 degrés par seconde, on a donc une diminution de l'activation volontaire et 2 minutes après, elle est quasiment retrouvée. 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes. Donc on peut faire l'hypothèse que dans les minutes qui suivent, on a une évacuation un petit peu de tous ces déchets métaboliques qui permettrait d'arrêter aux afférences métabosensibles de décharger et donc d'inhiber au niveau central. En revanche, si on compare
les deux conditions force-vitesse à 90 degrés par seconde. On est tombé sur la même diminution d'activation volontaire. Je pense que c'est un hasard total. Mais bon, il se trouve que c'est comme ça. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, il n'y a pas de récupération des capacités d'activation volontaire. Alors que pourtant, au bout de 6 minutes, on doit quand même avoir une évacuation de certains déchets métaboliques, ce qui aurait dû amener, si c'était lié à ces concentrations métaboliques, une réaugmentation de l'activation volontaire. Donc ces deux informations que je viens de vous présenter suggèrent que, donc sur les cinétiques de fatigue et sur la récupération, que les mécanismes de la fatigue centrale pour les hauts niveaux de force, faibles niveaux de vitesse, ne semblent pas pouvoir être expliqués par des mécanismes métabosensibles. Alors soit il y a des afférences mécanosensibles qui captent les niveaux de force élevés qui pourraient inhiber, soit on est sur des inhibitions supraspinales qui pourraient être liées au phénomène de télo-anticipation, on pourrait en reparler après. Alors tout ça, c'était les études de laboratoire, et l'idée, c'était de retourner avec ces informations et de se dire, attention, la fatigue centrale vécue dans ces conditions de haut niveau de force, faible niveau de vitesse, donc les mêlées, c'est pas les mêmes origines que de la course à pied. Donc ce qu'on a fait, on est retourné tester uniquement la répétition de mêlée. Alors simplement, on s'intéresse, il y a pas mal d'articles dans la littérature scientifique sur la mêlée, parce qu'on a 40% des blessures catastrophiques qui vont se passer sur des mêlées. Catastrophique, ça veut dire perte définitive de certaines fonctions cognitives ou physiques, ou les décès sont également rentrés dans ces 40% de blessures catastrophiques. Et on a des mêlées, sportivement parlant, quand il va se passer un problème, la mêlée peut s'effondrer, à ce moment-là, l'arbitre va réordonner une mêlée. Donc ça veut dire qu'on va répéter ces mêlées. Elles peuvent être répétées 2, 3, 4, 5 fois. Et la répétition de ces mêlées augmente le risque de blessure. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Donc surtout, le point là qui va m'intéresser ici, c'est de dire, on a voulu analyser l'effet d'une récupération active. On sait que dans le modèle d'effort des efforts maximaux répétés, la récupération active, c'est pas quelque chose de très bénéfique. À l'inverse, ça a plutôt tendance à détériorer la performance. Parce qu'en fait, la récupération active va empêcher l'élimination métabolique et donc on va dire, empirer la fatigue périphérique. Sauf que là, c'est pas les mêmes origines de fatigue. Donc je passe très rapidement là-dessus. Simplement, on a fait des tests neuromusculaires, 6 mêlées, et entre les mêlées, récupération passive ou récupération active. Une première information sur la récupération passive. On maintient des niveaux de force. En revanche, on a une grosse variabilité de la production de force. Et c'est probablement cette variabilité de la production de force qui amène à une augmentation des risques d'effondrement des mêlées, avec associé à une diminution importante de la force maximale des extenseurs de genoux et une diminution importante des capacités d'activation volontaire. En revanche, lorsqu'on va faire notre récupération active, je n'ai pas précisé, c'était des étirements. Étirement d'une jambe, 3 secondes, étirement de l'autre jambe, 3 secondes, et ensuite on refaisait la mêlée. Avec une récupération active, on a un maintien des capacités de force, un maintien, alors moins de variabilité dans la production de force, moins de diminution de force maximale, de MVC, et une diminution drastique de la chute d'activation volontaire, donc une préservation des capacités d'activation. Donc, on confirme déjà le fait qu'il y ait bien une fatigue centrale importante dans la répétition de mêlée. Et ce qu'on apporte ici, c'est qu'une récupération active par des étirements pourrait permettre de contrecarrer la fatigue centrale qui est vécue dans le cadre de ces tâches-là. C'est ce qu'on a proposé derrière aux entraîneurs, parce que ça peut être fait sur le terrain, à l'entraînement ou même en match. Et j'ai une dernière diapo, ce qui me fera respecter le temps imparti. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que là, pour le moment, je vous parle de différences moyennes. En moyenne, les contractions à haut niveau de force, faible niveau de vitesse vont générer plus de fatigue centrale. Mais ça, c'est en moyenne. Ici, je vais vous présenter deux sujets, un sujet A, un sujet B. Les deux, c'était des contractions isométriques répétées, maximales. Donc on est dans la même condition force-vitesse. Le sujet A n'avait aucune diminution des capacités de force évoquées après 60 contractions maximales. Le sujet B, alors juste je précise, ils avaient exactement la même diminution de production de force, c'est-à-dire la même fatigue, la même fatigabilité. Si je les teste simplement sur une diminution de la force, je veux dire ces deux athlètes se fatiguent exactement de la même manière. Sauf que le sujet A n'a pas de diminution de la force évoquée, alors que le sujet B a une chute de plus de 60% des capacités contractiles. A l'inverse, le sujet A a une chute très importante de ses capacités d'activation, et le sujet B n'a aucune diminution de ses capacités d'activation. Autrement dit, pour une condition force-vitesse donnée, on a des différences individuelles qui sont énormes, et il y a des personnes qui peuvent se fatiguer pour des raisons très centrales et des personnes qui peuvent se fatiguer pour des raisons très périphériques. Pour clôturer, donc la fatigue générée par les mêlées est spécifique.
C'est simplement un résumé, comme ça vous pouvez les relire. Vous pouvez les relire pendant qu'on discutera. Merci Baptiste. En tous les cas, si on avait à décerner un prix de l'iconographie projetée, là, enfin bref, la qualité des diapos, moi je vote pour toi. Bon, petite question courte, hein. Réponse courte, enfin tout court quoi. On est hyper impatient d'avoir le tiercé gagnant. Non, bon. Courte question, pardon. Marc Jubot. Voilà, allez, on sprint, garçon. On fait tout vite là. Non, merci Baptiste pour ta présentation. Non, juste sur alors ta première étude, vous avez bien matché le travail sur les trois vitesses, enfin l'ISO, le 30 et le 90. Le travail est matché dans les trois conditions. Alors pas l'ISO, parce que l'ISO, il n'y a pas de travail. Enfin, ou l'impulsion. Enfin, l'air sous le torque time intégral. On l'a fait matcher a posteriori. C'est-à-dire qu'on a regardé la diminution de force a posteriori pour un travail de mécanique donnée 1000 joules, 2000 joules. D'accord. Et on regardait ce que ça donnait. Et dans ce cas-là, c'est les résultats que tu as présentés. Oui. Ok, ça marche. Et dans le deuxième cas, dans ta deuxième étude, là où tu matches le travail, mais donc tu changes les range of motion dans tes deux conditions, ça veut dire que tu as des différences de longueur musculaire. Et comment tu prends ça en considération ? En fait, on a centré sur un angle de genou à 120 degrés pour être à quelque chose qui ressemble à peu près à la longueur L0. Et donc à 30 degrés, c'était 15 degrés en dessous de 120 et 15 degrés au-dessus. Et pour le 90 degrés, c'était 45 degrés en dessous et 45 degrés au-dessus. Le problème, c'est vu qu'il y a tous ces paramètres qui influencent, et on essaye de les contrôler au maximum. Donc là, on a fait le choix de contrôler le temps de travail qui nous paraissait plus important que de contrôler précisément la longueur musculaire. Et pour essayer de minimiser l'effet de cette longueur musculaire qui allait varier, on l'a centré sur les mêmes longueurs musculaires. Merci. Est-ce que tu veux rentrer au Mans avec mal à la tête ? Parce que je demande à un sociologue de te poser une question et... Non, une autre question, une dernière ? Sinon, je la pose, mais je veux bien laisser mon tour. Ah, bah voilà. C'est évident. Oui, non, effectivement. Alors là, il a fallu faire un choix sur les données présentées et on va dire raconter une histoire qui était à peu près cohérente. Mais on a des projets de recherche qui sont en cours actuellement pour ne pas analyser seulement les extenseurs de genoux, mais beaucoup plus globalement la mêlée. Alors déjà, c'était des poussées individuelles. Alors normalement, c'est à 8 contre 8, qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et en l'occurrence, l'idée, là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'analyser les modifications de posture qu'il y a au fur et à mesure de la répétition des mêlées. Et notamment parce qu'il se passe quelque chose de précis au niveau de la cheville, qui est en condition de fatigue pour éviter d'avoir de la force à produire. Les avants vont se tendre, vont complètement se mettre en extension, ce qui amène un étirement très important des muscles et au final une réponse élastique à la force de pousser. Ce qui est intéressant pour permettre de maintenir la performance, mais ce qui amène une augmentation des risques de blessures et une incapacité à gérer les instabilités. Donc c'est des projets complémentaires qui sont en cours. Eh bien, merci beaucoup. Merci à